Mesdames, Messieurs, bonjour. Le journal sur Al24 News. Voici les titres de l'édition. Dans les territoires occupés, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi à l'aube lors d'un raid des forces sionistes en Cisjordanie. En Algérie, poursuite des travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Et dans le cadre du sommet sino-arabe, le président chinois Xi Jinping est arrivé à la capitale saoudienne, un événement historique entre la Chine et le monde arabe. Au Pérou, la vice-présidente prend les rênes du pays après la destitution de Pedro Castillo. Elle assure le pouvoir jusqu'en 2026. Bonjour à tous, voilà pour les titres. On entame cette édition par le Moyen-Orient. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé à l'aube aujourd'hui que 3 citoyens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation. Ils ont été tués par les forces d'occupation israéliennes lors d'une opération à Jenin. Selon des témoins oculaires, de violents affrontements ont eu lieu entre les jeunes hommes et les forces d'occupation. Les détails avec Lila Gertal. Décidément, il ne se passe pas un jour sans que des Palestiniens ne tombent en martyrs. Les forces de la horde sauvage sioniste s'amusent et prennent un malin plaisir à tuer de jeunes Palestiniens. Des adolescents et des jeunes sans défense tombent comme dans un jeu vidéo sans vie devant les caméras du monde entier sans la moindre réaction. L'impunité envers l'entité sioniste l'a fait passer maître dans l'art de tuer. Alors, du Palestinien, on tue en vrac, on tue de sang-froid, on tue à balles perdues, et puis, pour le fun, on fracasse les membres de ceux qui agonisent avant de les achever, le sourire aux lèvres et l'arme à la main. Voilà le quotidien des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à Naplouse ou encore à Jenin. Où va cette folie furieuse? Pourquoi? Les voix des droits de l'homme et de l'Occident civilisateur sont si timides, voire inaudible. Pas plus tard que ce matin, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un raid de l'armée sioniste, plus précisément dans le camp de Jenin en Cisjordanie. Des assassinats commis dans des incursions nocturnes de la terreur effectuées à l'aube. Une habitude qui s'érige en loi, celle qui consiste à terroriser les Palestiniens de jour et de nuit. Rien n'arrête l'occupation, rien ni personne, ce qui explique le peu de cas que cette entité poison fait du poids du droit international et de ceux qui se tuent à le défendre. Nous vous le disions en titre, les travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, sous le thème « Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité de l'ONU dans le traitement des questions de la paix et de la sécurité dans le continent africain », se sont poursuivis à Oran pour la seconde journée consécutive. Le thème des réponses africaines aux menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur le continent a été programmé lors d'une séance plénière pour ce 2e jour. En réalité, le contre-terrorisme est en soi un défi intellectuel. J'ai pu écouter les interventions de quelques-uns de mes collègues dire que l'efficience du travail de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme souffrait une certaine forme de désaccord autour de la définition du terrorisme. Mais la sagesse de la communauté internationale a pu adopter plusieurs définitions thématiques selon le type de crime, de manière à ce que la coopération antiterroriste puisse se développer autour de certaines thématiques particulières.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso se sont entretenus au téléphone et ont évoqué l'état des relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays. Le président Tebboune a affirmé par la même occasion le soutien de l'Algérie aux représentants de l'Union africaine pour parvenir à la réconciliation nationale en Libye. Il a également fait part de ses vœux de réussite pour la réalisation de cette noble démarche et la réunion du climat propice à la tenue des élections. Et on revient aux travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. À Oran, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial Safwan Ben Sabri. Bonjour Safwan. Bonjour Amine. Bonjour Safwan. Alors, quels sont les points ou les thèmes débattus lors de ce deuxième jour de conférence? Alors, pour cette deuxième journée de la 9e conférence sur la paix et la sécurité en Afrique, 2 volets ont été abordés cette matinée. Le premier volet concernait les menaces qui pèsent sur le continent et sur notamment la région du Sahel. Alors, quelles sont les menaces qui pèsent notamment sur la sécurité de cette région ? Il y a d'abord la désinformation utilisée par les groupes terroristes, la propagande sur les réseaux sociaux, mais aussi la corrélation entre sécurité et développement pour le continent, les frontières poreuses, la porosité des frontières est aussi un thème qui a été abordé, ce qui permet aux groupes terroristes de se déplacer d'un pays à un autre. Et le deuxième volet abordé lors de cette matinée a été les réponses que l'on peut amener, que l'on peut apporter face à ces menaces. Et parmi celles-là, il y avait les accords d'Alger qui constituent encore aujourd'hui une base solide pour la lutte antiterroriste dans la région. La Fripol qui se base à Alger notamment et qui permet une coordination entre les pays africains pour la lutte contre le terrorisme sur le continent. Très bien. Monsieur Safwan Ben Sabri, notre envoyé spécial, vous étiez avec nous en direct d'Oran. Merci pour ces détails. Merci à vous. Et on revient à l'actualité continentale, le dossier libyen où le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Meshri, a annoncé la suspension du dialogue avec le Parlement de Tobruk. Et ce, au moment où le dossier libyen est au cœur des discussions entre l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Batili, et le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Djerandi. Mohamed Wali Ben Chaban. C'est avec son bâton de pèlerin que l'émissaire onusien à la recherche d'une solution en Libye séjourne actuellement en Tunisie. Le chef de la mission d'appui a été reçu par le chef de la diplomatie, Othman Djerandi. Les 2 hommes semblent partager le même point de vue sur le dossier libyen. La solution politique sous l'égide de l'ONU les rassemble. Ils encouragent tous les acteurs libyens à se mettre d'accord pour l'organisation d'élections dès que possible. Djerandi et Batili ont appelé à accélérer la base constitutionnelle nécessaire à l'organisation des scrutins et ainsi permettre au pays de sortir de la crise. Le chemin risque en revanche d'être plein d'embûches vu les rivalités internes et les ingérences externes en Libye. Par ailleurs, ce mercredi, Khaled El-Meshri annonce la suspension du dialogue entre les présidences du Conseil d'État et le Parlement de l'Est. Il a aussi ordonné l'arrêt des travaux des commissions mixtes entre les 2 institutions. El-Meshri a exprimé le refus du Conseil suprême d'État d'approuver par le Parlement une loi portant création d'une Cour constitutionnelle. Cette loi, selon lui, a été promulguée en violation des dispositions constitutionnelles et vient dans le sens contraire des accords approuvés par les 2 conseils. Une affaire à suivre. On reste dans la région, le Sahara occidental qui voit ses ressources exploitées illégalement. La commission sahraoui du pétrole et des minerais condamne d'ailleurs l'implication par l'occupation marocaine de la société israélienne Youmed dans les projets d'exploration pétrolière et gazière dans les territoires occupés. Le président chinois Xi Jinping est depuis mercredi à la capitale saoudienne pour une visite de 72 heures, durant laquelle le dirigeant chinois va enchaîner des rencontres avec les dirigeants des pays du Golfe. L'énergie devrait dominer les discussions entre l'Arabie saoudite, plus grande exportatrice mondiale du pétrole brut,
et la Chine. Et dans le cadre du sommet sino-arabe qui se tient en Arabie Saoudite, le président chinois Xi Jinping devra conduire une délégation chinoise lors de ce sommet qui débattra notamment de la construction d'un nouveau partenariat sino-arabe en phase avec les défis de la nouvelle ère, indiquant des médias officiels en Chine. Ceci est une première, la plus grande activité diplomatique entre la Chine et le monde arabe depuis la création de la République populaire de Chine. Cela va constituer une étape importante dans l'histoire du développement des relations entre la Chine et les États arabes. La coopération entre les pays concernés doit être propice à la paix et à la stabilité régionale. Les États-Unis ont formé des alliances militaires avec certains de leurs alliés afin d'attiser la division et la confrontation et de saper la paix et la stabilité régionale. Cette politique est impopulaire et ne mène nulle part. Et pour en parler, nous avons avec nous par téléphone M. Kassimi Hassan, expert en géopolitique. Bonjour M. Hassan. Bonjour, mes respects. Mes respects. Monsieur Hassan, comment vous évaluez les relations entre le monde arabe et la Chine? Vous savez, nous observons actuellement des événements qui sont en train d'évoluer de manière significative un peu partout au Moyen-Orient et ailleurs d'ailleurs. D'abord, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, nous pouvons dire comme observation préliminaire qu'il y a un rapprochement entre la Chine et les pays du Golfe. Alors, il y a un rapprochement économique et commercial qui est important, et vous devez savoir que l'Arabie saoudite est le pays récipiendaire de 20% des investissements chinois dans le monde arabe. Ce n'est pas rien, c'est important. Et là, ce rapprochement peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que les pays du Golfe savent très bien que dans les relations internationales, il est dangereux de ne pas diversifier ses relations économiques et politiques. C'est le cas. Le Moyen-Orient est sous une influence implacable de l'Amérique. Et là, les monarchies du Golfe savent qu'il est dans leur intérêt d'équilibrer leurs relations avec d'autres partenaires aussi importants, comme le cas de la Chine. La Chine fournit pratiquement beaucoup de moyens aux pays du Golfe, et particulièrement des investissements et des méga-projets très importants. Et aussi, vous devez savoir aussi que les Chinois ont une expertise, ont une technologie, et aussi, ils ont aussi des armes aussi importants et peut-être du même niveau que ce qui est produit et exporté par les Américains. Très bien. Alors là, vous devez également savoir que nous sommes dans une situation, et cette situation-là, nous l'observons, et cela ne suffit pas, parce que nous sommes dans une phase où regarder, observer ne suffit pas, tellement la situation, elle est complexe, nous devons scruter. Très bien, Monsieur Kassem Hassan. Ce qui évolue... Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je rappelle que vous étiez avec nous. Merci pour cet éclairage. Monsieur Kassimi Hassan, expert en géopolitique, vous étiez avec nous en direct d'Alger. Merci pour cet éclairage. La vice-présidente du Pérou, Dina Boluarte, est investie à la tête du pays peu après la destitution par le Parlement de Lima du président Pedro Castillo, qui a fait l'objet d'une troisième procédure de destitution du Parlement après à peine 17 mois. Et c'est ainsi que Castillo cède le pouvoir à la vice-présidente Dina Boluarte. Les détails avec Souad Ben Batouche. Le Congrès est parvenu au bout de la troisième tentative à destituer Castillo, président de la République, et ce pour incapacité morale, avec une majorité de 101 voix sur 130. Le basculement s'est opéré en à peine 4 heures hier mercredi. Pedro Castillo a en réalité été le premier à réagir. Peu avant midi, hier mercredi, dans un message vidéo adressé à la nation, il surprend les Péruviens, ordonne la dissolution du Congrès, l'établissement d'un gouvernement d'exception et la convocation de nouvelles élections constituantes. Il ne s'arrête pas là et annonce un couvre-feu national entre 22h et 4h du matin.
Dans la foulée de cette destitution, le parquet péruvien annonce l'arrestation de l'ancien président après sa tentative avortée de dissoudre le Parlement. Une source judiciaire précise qu'une enquête pour rébellion a été ouverte contre lui. La vice-présidente du Pérou, Dina Boluarte, a été investie à la tête du pays. Peu après cette destitution, elle déclare assumer le pouvoir conformément à la Constitution jusqu'en juillet 2026. Yo les agradezco este recibimiento. Je vous remercie pour cet accueil. Vous pouvez voir en moi une collègue de travail, quelqu'un sur qui vous pouvez compter en cas de difficulté, dans l'adversité, mais surtout, vous pouvez compter sur moi pour travailler à faire avancer le pays. Élu en juillet 2021, aux côtés du désormais ancien président de gauche et issu du même parti d'inspiration marxiste, Pérou Libre, Boluarte est la première femme à diriger le Pérou. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.